Elle fut abandonnée enceinte et dans le silence. Pendant si longues années, elle éleva seule son fils, sans savoir si un jour il poserait des questions sur l'homme qui disparut le lendemain de l'annonce. Mais ce soir-là, alors que tous les projecteurs sont braqués sur lui, elle réapparaît avec quelque chose que personne n'attendait, pas même lui. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce levé et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez. Sophie Dubois n'a jamais oublié la manière dont elle fut effacée de la vie d'Antoine Lefèvre. Ils s'étaient rencontrés dans les coulisses d'un défilé caritatif à Lyon. Elle était une mannequin en devenir, discrète mais prometteuse. Lui, un entrepreneur charismatique, respecté dans l'industrie du divertissement, doté d'une présence magnétique. Pendant 3 mois, ils vécurent une relation intense, remplie de promesses, des plus anodines aux plus sérieuses, y compris un « je veux des enfants avec toi » murmuré au cœur de la nuit. Lorsqu'elle annonça sa grossesse, Sophie s'attendait à de la nervosité, peut-être de la surprise, mais pas à une telle froideur. Ce même soir, Antoine l'invita à dîner dans son appartement luxueux à Paris, où il vivait avec sa mère, Marguerite Lefèvre, une femme arrogante, à la posture noble et au regard jugeant. Était également présente Camille, son assistante, toujours élégante et mystérieuse. Tout était mis en scène. Au cours du dîner, au lieu de célébrer une nouvelle étape, Antoine se montra cinglant. Il déclara qu'il ne pouvait pas s'engager avec une mannequin de second rang portant un enfant non planifié. Sophie se figea, sentant le monde tourner au ralenti. Personne à table ne la défendit. Tous se contentèrent d'observer, dans un moment où sa dignité fut écrasée entre un verre de vin et un silence embarrassant. Le lendemain matin, elle se réveilla avec son téléphone bloqué, les comptes partagés clôturés, et aucun signe de lui. Antoine avait disparu avec la froideur de celui qui n'avait jamais eu l'intention de rester. 6 ans s'écoulèrent depuis cette nuit où Sophie Dubois fut traitée comme un fardeau lors d'un dîner fastueux. Elle quitta cet appartement sans se retourner, portant non seulement l'enfant qui grandissait en elle, mais aussi une douleur silencieuse qu'elle ne partagea avec personne. Elle partit directement pour Aix-en-Provence, dans la maison de sa grand-tante Geneviève. Là-bas, entre des travaux de couture simple et l'odeur du café-filtre, elle apprit à retrouver sa force. Sophie ne foula plus jamais les podiums, changea de coiffure, de style, de nom professionnel. Elle devint simplement Sophie, une consultante en mode enfantine qui créait des costumes sur mesure pour des campagnes publicitaires. Ses créations étaient louées dans les grandes agences, bien que personne ne sût qui se cachait derrière la marque étoile filante. Elle travaillait depuis chez elle, dans un petit appartement loué à Montmartre, dans le nord de Paris, où elle avait reconstruit sa vie avec dignité. Dans le salon exigu de l'appartement, entre jouets éparpillés et tissus suspendus, Léo grandit avec un rire facile, des yeux attentifs et un amour immense pour sa mère. C'était un enfant doux, créatif, posant des questions amusantes et animé d'une curiosité presque poétique pour le monde. Il n'avait jamais interrogé sur son père, bien qu'il dessinât souvent un homme en costume bleu marine tenant un micro. Quand Sophie lui demandait qui c'était, il répondait simplement « Je pense que c'est quelqu'un d'important. Il parle à beaucoup de monde ». Sophie se sentait en sécurité dans cette bulle d'anonymat. Elle cousait la nuit, emmenait Léo à l'école publique le matin, et le week-end, ils organisaient des pique-niques improvisés dans le jardin de la tante Geneviève, où ils couraient entre les parterres de lavande comme si le monde était toujours beau. Elle n'avait pas de luxe, mais elle ne devait rien à personne. Elle avait la paix. Et cela, après tout ce qu'elle avait vécu, valait plus que n'importe quel bijou qu'Antoine lui avait offert. Parfois, pourtant, les souvenirs revenaient. Un parfum, un nom mentionné à la télévision, une affiche à Saint-Germain-des-Prés avec le visage d'Antoine placardé comme ambassadeur d'une nouvelle marque de parfum masculin. Le temps semblait avoir été clément avec lui, toujours souriant, toujours entouré d'éclairs de flash. Dans les interviews, il parlait de succès, d'entrepreneuriat, de mérite, jamais de ses erreurs, de son passé ou de ses responsabilités. Mais Sophie n'a jamais cherché la vengeance. Elle gardait le passé dans une petite boîte imaginaire, verrouillée au fond d'elle-même. Elle se préoccupait davantage d'offrir à Léo ce qu'elle n'avait jamais eu, un amour constant,
une présence sincère et la liberté d'être qui il voulait être. À 5 ans, il disait déjà vouloir être un prince qui confectionne les vêtements des autres princes. Elle riait, fière, lui demandant toujours, « Tu veux que maman couturière t'aide ?» Il répondait, « Oui, mais je choisirai les couleurs. Toi, tu couds seulement. » C'est un mercredi, en fin d'après-midi, que le passé frappa à la porte. Étienne, son vieil ami des jours de défilé, revint d'un voyage. Il avait toujours été le seul à rester, même quand tout s'était effondré. Il appelait pour les anniversaires, envoyait des cartes à Noël et tenait à rendre visite à Léo comme un oncle adoptif. Mais ce jour-là, il arriva avec des yeux pétillants d'excitation. Il apportait une nouvelle. « Sophie, tu dois entendre ça. Il y aura un grand événement à l'hôtel de Crillon, un gala caritatif. Et devine qui sera honoré comme l'homme de l'année dans le domaine de l'image et de l'influence ?» Sophie n'eut pas besoin de demander, son estomac se noua. Antoine. Étienne la regardait avec prudence. Il savait combien ce nom pouvait encore ébranler les fondations qu'elle avait mis tant de temps à reconstruire, mais une lueur curieuse brillait dans ses yeux. « Tu n'as rien à faire, juste y aller, être là avec Léo. » Sophie tarda à répondre. Les jours passèrent. Elle cousait la nuit avec plus de force dans les mains, comme si elle essayait de se recoudre elle-même. Elle observait Léo dormir et se demandait si exposer son fils à cette possibilité en valait la peine. Mais un dimanche ensoleillé, Léo trouva une vieille photo de défilé de Sophie dans un tiroir. « Maman, cette femme te ressemble. Tu étais célèbre ?» Elle sourit, « Dans une autre vie. » Il regarda la photo comme on admire un super-héros. « Tu pourrais remettre cette robe. Je pense que tu brillerais. » Sophie sentit sa gorge se serrer. Léo n'avait que 5 ans, mais parfois il semblait voir des choses qu'elle-même ne percevait pas. Ce soir-là, elle dit à Étienne qu'elle acceptait l'invitation. Elle lui demanda de se procurer 2 invitations officielles, une pour elle et une pour Léo. Mais seulement s'il peut porter le costume blanc qu'il adore. « Je ne veux pas qu'il ressemble à une miniature de qui que ce soit. Il ira en étant lui-même. » Étienne sourit, ému. « Vous deux serez au centre de tout, et je serai là pour capturer chaque seconde. » Sophie ne voulait ni applaudissements ni réaction dramatique. Elle ne prévoyait pas de parler, ni de se présenter comme la mère du fils d'Antoine. Ce qu'elle voulait, au fond, était simplement montrer au monde qu'elle était vivante, qu'elle avait triomphé, et que le garçon autrefois rejeté marchait aujourd'hui à ses côtés, entier, heureux et débordant d'éclat dans les yeux. Si quelqu'un devait être exposé, que ce soit par sa propre conscience, car parfois la meilleure réponse est simplement de se montrer. La semaine de l'événement arriva comme une brise déguisée en ouragan. Dès que Sophie confirma sa présence avec Léo, Étienne s'attacha à chaque détail. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une apparition dans un gala luxueux. C'était une traversée, un moment qui pourrait marquer non seulement la fin d'un silence, mais le début de quelque chose de bien plus grand pour eux deux. Et ce n'était pas de la vengeance, c'était une présence, une existence, une affirmation. Sophie cousait sa propre robe pendant les nuits, entre les sommeils de Léo et le bruit du ventilateur qui faisait danser les rideaux du salon. Elle choisit un tissu jaune d'or, vibrant et audacieux. Elle ne voulait pas ressembler à une version triste d'elle-même, mais ne cherchait pas non plus à imiter qui que ce soit d'autre qu'elle-même aujourd'hui. La coupe de la robe suivait les lignes du corps avec élégance, mais sans arrogance. Le décolleté était discret, la chute impeccable, une pièce réalisée avec la précision de celle qui avait appris à manier les fils, les tissus et les émotions au fil de 6 ans de silence. Léo, quant à lui, ne contenait pas son enthousiasme. Il avait une affection particulière pour le costume blanc offert par Étienne quelques mois plus tôt. Chaque fois qu'il le portait, il disait se sentir comme un prince qui brille. Il savait qu'ils allaient dans un endroit important, mais n'avait aucune idée de qui ils allaient rencontrer. Sophie préféra ne pas le préparer à la rencontre avec Antoine. Elle ignorait ce qui se passerait et ne voulait pas que son fils nourrisse des attentes, bonnes ou mauvaises. Elle souhaitait simplement qu'il soit là, à ses côtés, en étant lui-même, comme toujours.
La veille de l'événement, Étienne passa à l'appartement de Montmartre avec une petite boîte à la main. À l'intérieur se trouvait une broche délicate en forme d'étoile, ornée de petites pierres dorées. Elle appartenait à ma mère. Elle disait que chaque femme qui affronte le monde seule mérite de porter une étoile sur la poitrine. Sophie sourit, les yeux embués, fixa la broche discrètement sur l'épaule de sa robe et le remercia d'une longue étreinte. « Tu es mon pont vers le monde, Étienne. » Il répondit à voix basse, « Et tu es la raison pour laquelle j'y crois encore. » Le jour du gala s'ouvrit sous un soleil éclatant à Paris. L'hôtel de Crillon était déjà envahi par des camionnettes de presse, un tapis rouge déployé et des dizaines de professionnels courant dans tous les sens. Célébrités, entrepreneurs et politiciens défilaient sous les flashs, arborant des sourires étudiés et des tenues éblouissantes. À l'intérieur, Antoine Lefèvre répétait mentalement son discours de remerciement, entouré de son équipe d'images, de Camille, son assistante et fiancée, et de sa mère Marguerite, qui avait tenu à porter un collier de perles hérité de sa grand-mère pour réaffirmer sa posture altière face aux caméras. Pendant ce temps, dans une loge réservée à l'arrière de l'hôtel de Crillon, Étienne apportait les dernières touches à la maquillage léger de Sophie. Léo tournoyait joyeusement devant le miroir, répétant un petit signe de la main timide. Sophie l'observait avec un pincement au cœur, comme sur le point de révéler au monde sa plus grande création. Pas une pièce de vêtement, mais une vie, un garçon né au milieu de l'abandon et élevé avec assez d'amour pour ne jamais ressentir le manque de ce qu'il n'a pas connu. Juste avant d'entrer dans la grande salle, Étienne s'approcha de Sophie et lui murmura, « Tu ne dois rien à personne là-dedans, ni explication, ni sourire. Marche, et laisse-les ressentir le poids de ton absence transformée en présence. » Elle prit une profonde inspiration, saisit la main de Léo et la serra. Leur entrée dans la salle fut comme une traversée d'un champ miné d'attente. Les invités cessèrent de parler. Les photographes, mus par l'instinct, tournèrent leurs objectifs vers la silhouette féminine en jaune éclatant et le garçon en costume blanc à ses côtés. Les flashs crépitèrent comme des feux d'artifice silencieux. Le tapis rouge s'illumina de leur présence. Sophie marchait d'un pas assuré, sans hâte, la tête haute. Léo faisait de petits signes discrets au serveur, émerveillé par les lustres et la foule élégante. Antoine, déjà positionné près de la scène, prêt à être annoncé comme l'hôte honoré de la soirée, se figea en la voyant. Son verre de whisky trembla légèrement dans sa main. La musique d'ambiance sembla s'évanouir. Camille le regarda, puis suivit son regard jusqu'à l'entrée principale. Son visage se ferma immédiatement. Marguerite, en conversation avec un politicien influent, se retourna par réflexe et perdit ses mots en reconnaissant la femme qu'elle avait elle-même contribué à écarter. Le maître de cérémonie demanda le silence, mais n'eut pas besoin de se répéter. La salle entière était figée. Tous voulaient savoir qui était cette femme qui venait d'entrer comme si cet espace lui avait toujours appartenu. Sans arrogance, sans éclat, juste avec une présence. Léo tenait fermement la main de sa mère, et elle répondait à ce geste avec tendresse. Ils traversèrent la salle et s'arrêtèrent stratégiquement à quelques mètres de la scène. Ils ne dirent rien, n'appelèrent personne, ils étaient simplement là, visibles, réels, inévitables. Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine Lefèvre ne savait que faire face à tous ces regards tournés vers lui. Car cette nuit-là, les projecteurs n'illuminaient pas seulement un visage connu, ils révélaient, sans le savoir, le vide qu'il avait laissé derrière lui. Pendant quelques secondes, la salle de l'hôtel de Crillon devint un espace suspendu dans le temps. C'était comme si même les lustres, immenses et scintillants de cristaux, avaient cessé de briller face à l'entrée silencieuse de Sophie Dubois et de son fils. Les conversations s'arrêtèrent, les couverts reposèrent sur le bord des assiettes, les photographes oublièrent la cérémonie pour pointer leurs objectifs sur elle seule. Au milieu de tant de poses forcées et de sourires d'occasion, cette femme en robe jaune, accompagnée d'un garçon en costume blanc, semblait faite d'une autre matière. Elle était réelle, intouchable, inoubliable. Antoine Lefèvre mit quelques secondes à réaliser que cette silhouette devant lui n'était pas une illusion. Son visage, habitué à afficher contrôle et charisme face aux caméras, tremblait discrètement. Sa mâchoire se crispa, ses yeux s'écarquillèrent. Camille, à ses côtés,
perçut l'effondrement se produire au ralenti. Elle suivit la direction de son regard et fronça les sourcils, essayant d'identifier cette femme surgie comme un ouragan silencieux. Lorsqu'elle croisa le regard de Sophie, elle ressentit quelque chose proche du vertige. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. C'était personnel, profond, dangereux. Marguerite Lefebvre, assise au premier rang, ajusta son collier de perles autour du cou, comme pour se protéger d'un coup invisible. Elle reconnut Sophie instantanément, peut-être à cause de son port, de sa démarche calme et déterminée, ou peut-être parce que les mères savent quand le passé qu'elles ont enterré refait surface. Elle ne sourit pas, ne salua pas, se contentant d'observer, cherchant à comprendre ce que Sophie voulait avec cette apparition et qui était ce garçon qui marchait à ses côtés avec tant de légèreté et d'assurance. Mais la ressemblance avec Antoine commençait déjà à susciter des murmures parmi les invités les plus attentifs. Léo regardait autour de lui comme s'il était dans un château. Ses yeux s'émerveillaient des lumières, des tissus, des parfums. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'étaient les regards non pas de peur ou de jugement, mais de surprise et d'admiration. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait. Et lorsqu'il serra plus fort la main de sa mère, elle le regarda et sourit, un sourire qui disait « On va bien ». Et il y crut. Sophie ne cherchait personne, ne voulait pas s'approcher d'Antoine ni se placer au centre de l'attention, mais il était trop tard pour se cacher. Tous les regards étaient posés sur elle, et encore plus sur le garçon qui l'accompagnait. Une journaliste du magazine Paris Match murmura à l'oreille du photographe à ses côtés, « Note ce moment. Il y a quelque chose ici que personne n'avait prévu. Tu peux en être sûr. » De l'autre côté de la salle, deux influenceurs de mode discutaient, affirmant que la robe de Sophie était une œuvre d'art. L'un d'eux nota mentalement, « Étoile filante. Ça ne peut être que l'œuvre de Sophie, forcément. » Étienne, qui observait tout de loin, ressentait un mélange de tension et de fierté. Positionné stratégiquement près du côté de la scène, sa caméra à la main, il capturait les regards, les gestes, les sourires muets. Il savait que ce n'était pas une soirée ordinaire et que cela, aussi douloureux que ce fut pour certains, était une justice silencieuse, réalisée avec élégance. Le maître de cérémonie dut répéter le nom d'Antoine 2 fois. Il avait été appelé à monter sur scène pour recevoir le prix de l'homme de l'année dans le domaine de l'image et de l'influence, mais il semblait ne pas entendre. Ce n'est que lorsque Camille le poussa légèrement du coude qu'il réagit, montant sur scène sous des applaudissements plus timides qu'attendus. Le public ne savait comment réagir. Il digérait encore l'impact de l'arrivée de Sophie. Et Antoine ressentait ce poids comme jamais auparavant. Il commença son discours en remerciant ses partenaires, ses clients, ses amis, mais sa voix était différente, tremblante, désalignée, comme si chaque mot pesait plus lourd que le précédent. Il évitait de regarder dans la direction de Sophie, mais à un moment donné, il ne put s'en empêcher. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, tout autour disparut. Il n'y avait plus de public, plus de prix, plus de projecteurs. Juste lui, elle, et ce qui restait entre eux. Sophie soutint son regard avec la sérénité de celle qui ne doit rien à personne. Il n'y avait ni haine, ni vengeance, juste de la fermeté. Et peut-être, seulement peut-être, une pointe de pitié. Antoine détourna les yeux, bégaya en terminant sa dernière phrase et quitta la scène précipitamment, sans même poser pour les photos avec le trophée. Camille le suivit, perplexe. Marguerite resta assise, les yeux fixés sur Sophie. Dans son esprit, des questions se formaient sans réponse, mais dans son cœur, elle savait peut-être déjà que ce garçon en costume blanc était de son sang. Lorsque l'événement retrouva son rythme avec de la musique et des toasts, de nombreux invités commencèrent à s'approcher de Sophie. Certains posaient des questions sur sa robe, d'autres complimentaient Léo. Un homme alla jusqu'à dire qu'il n'avait jamais vu une entrée aussi marquante dans un événement, mais elle répondait avec courtoisie et peu de mots. Elle n'était pas là pour devenir une célébrité. Elle était simplement ce qu'elle avait toujours été, une femme entière, une mère présente, une force silencieuse que ni le temps ni l'abandon n'avaient pu effacer. Pendant ce temps, Léo prenait des photos avec Étienne, jouait avec les lumières de la scène et demandait un jus de raisin,
comme s'il était dans un parc d'attractions. Pour lui, c'était juste une nouvelle aventure aux côtés de sa mère, mais pour les autres, c'était le début de quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer. Le couloir latéral de la grande salle était empreint d'une tension invisible qui s'accrochait au mur comme une humidité par un jour étouffant. Antoine quitta la scène en hâte, le trophée encore à la main, la sueur coulant sur ses tempes. Le chemin vers la loge se fit en silence, mais à pas rapide, comme s'il fuyait quelque chose d'indéfinissable. Camille le suivait de près, sans rien dire, mais avec une expression dure, les yeux fixés sur son dos, comme si elle préparait une accusation qu'elle n'avait pas encore décidé de formuler en public ou en privé. Une fois dans la loge, Antoine posa le trophée sur la table, respirant profondément. Camille ferma la porte derrière elle. Le bruit de la clé tournant dans la serrure résonna comme un avertissement. Il passa une main sur son visage, essayant de reprendre contenance, mais il était trop tard. L'effondrement se dessinait dans les détails, le nœud de cravate relâché, la chemise froissée sur les côtés, le regard perdu. Camille croisa les bras, garda son calme et demanda d'une voix basse, mais tranchante, « Qui est-elle » Antoine hésita, fixant le miroir devant lui, comme s'il cherchait une réponse qui n'y était pas. Camille fit un pas en avant, « Tout le monde a vu ta réaction, et il ne faut pas être un génie pour comprendre que ce garçon est ton fils. » Le silence entredura plus longtemps que la question elle-même. Il ne confirma pas, mais ne nia pas non plus. Ce silence fut tout ce dont Camille avait besoin pour comprendre. Son expression de frustration se mua en une colère contenue, pas explosive, mais dense, comme de l'huile chaude sur le point de bouillir. « Tu m'as utilisé pour polir ton image, Antoine, et pendant tout ce temps, tu cachais un fils. » Antoine tenta de s'expliquer, mais sa voix était basse, étouffée. « Ce n'était pas tout à fait ça. Je ne savais pas s'il était de moi. » Elle a disparu. Camille rit avec incrédulité. Elle a disparu, ou tu t'es éclipsé avant d'avoir à assumer les conséquences. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il savait que Camille avait raison. Il savait que cette nuit-là, 6 ans plus tôt, il avait choisi de sauver sa réputation au prix de la vérité. Il savait qu'il avait bloqué des numéros, ordonné à son équipe de couper tout contact et n'avait jamais cherché à savoir si Sophie allait bien. Pendant ce temps, dans la grande salle, Sophie se promenait calmement parmi les invités, avec Léo à ses côtés, tenant un verre de jus et enchantée par la musique de l'orchestre. Quelques journalistes s'approchaient avec des questions déguisées en compliments. « Vous êtes du milieu de la mode, n'est-ce pas ? Vous avez déjà défilé ?» Elle souriait poliment, esquivant avec élégance. Étienne, toujours à proximité, maintenait les plus intrusifs à distance respectable, mais il savait qu'il ne pourrait pas contenir la curiosité bien longtemps. Les rumeurs commençaient déjà à circuler parmi les chroniqueurs et les commères déguisés en critiques de mode. Et ce qui attirait le plus l'attention n'était ni la robe impeccable, ni la posture assurée, mais l'enfant, ce garçon, une copie miniature d'Antoine. De l'autre côté de la salle, Marguerite Lefebvre observait tout avec les yeux d'une stratège en alerte. Son visage restait impassible, mais ses doigts tambourinaient discrètement sur la coudoir de son fauteuil. Quelque chose chez cet enfant la troublait profondément. Ce n'était pas seulement sa ressemblance avec son fils, mais le fait qu'il soit là, avec Sophie, main dans la main, admiré de tous, alors qu'Antoine, l'hôte célébré de la soirée, fuyait sa propre fête. Pour Marguerite, c'était une affront, et elle n'était pas femme à rester silencieuse. Lorsque Sophie s'éloigna un instant pour emmener Léo aux toilettes, Marguerite s'approcha à pas feutrés. Son parfum précéda sa voix. « Vous savez que cette soirée n'est pas à votre sujet, n'est-ce pas ?» Sophie se tourna lentement, croisant ses yeux froids et anciens, et répondit avec calme, « Je ne suis pas venue pour qu'il s'agisse de moi. Je suis venue pour lui. » Marguerite jeta un regard discret vers le couloir où Léo avait disparu, puis reporta ses yeux sur elle. « Vous avez eu votre chance par le passé, Sophie. Abandonner et disparaître, c'était votre choix. » La phrase était teintée de venin, mais Sophie ne se laissa pas déstabiliser. « Je n'ai pas disparu. J'ai été chassée par vous et j'ai survécu. Je ne suis pas venu reprendre quoi que ce soit.
Je suis venu montrer qu'il existe et qu'il n'a besoin de personne pour être remarqué. Marguerite inspira profondément, dérangée par cette fermeté. Vous jouez avec le feu. Sophie fit un pas en avant, baissant la voix. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venu pour brûler qui que ce soit. Je veux juste que vous sachiez qu'il ne porte aucune honte dans le nom qu'il a hérité. Avant que Marguerite ne puisse répondre, Léo revint en courant dans le couloir, souriant et sautillant comme si de rien n'était. Maman, j'ai trouvé un bonbon sur la table. Je peux en prendre un autre? Sophie s'accroupit, essuya le coin de sa bouche avec un mouchoir et dit, oui, mais doucement, et juste un de plus. Marguerite les observa quelques secondes et, pour la première fois, vit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Elle vit Antoine, petit, riant, jouant dans le salon de la vieille maison de Neuilly-sur-Seine. Elle vit son petit-fils, même si elle n'avait pas le courage de le dire à voix haute. Dans la salle de presse, pendant que l'événement suivait son cours, un photographe expérimenté parcourait ses images sur l'écran de son appareil. Il s'arrêta sur une photo précise, une femme en jaune, de dos, tenant la main d'un garçon en costume blanc, leur silhouette découpée par l'éclat du tapis rouge. Il sourit et dit à son collègue à côté, « Celle-là va faire le tour du pays demain. » Et il avait raison, car ce qui avait commencé comme un retour discret prenait une toute autre ampleur. La vérité, aussi bien dissimulée soit-elle, commençait à se révéler dans chaque regard. Il était plus de 22 heures lorsqu'Antoine trouva enfin le courage de chercher Sophie. La fête suivait son cours à un rythme plus lent, les invités distraits par des desserts raffinés et des conversations creuses, mais il ne pouvait se concentrer sur rien depuis qu'il l'avait vue entrer dans cette salle. L'image d'elle, imposante en jaune, accompagnée d'un enfant dont les traits étaient impossibles à nier, martelait son esprit comme un réveil sans bouton de répétition. Camille l'avait laissée seule dans la loge. Elle n'avait pas dit où elle allait, lançant seulement « Tu as plus de choses à régler que tu ne le penses ». Il savait qu'elle avait raison et savait exactement par où commencer. Il trouva Sophie assise sur une terrasse latérale, à l'écart de l'agitation principale. Léo dormait, la tête sur ses genoux, ses longs cils reposant sur ses joues rosées. Elle passait délicatement les doigts dans les cheveux du garçon, avec une sérénité qu'Antoine n'avait jamais su maintenir plus de 5 minutes. Elle le vit s'approcher, mais ne bougea pas. Elle leva simplement les yeux vers lui, comme quelqu'un qui sait ce qui va suivre mais n'a plus l'énergie de feindre la surprise. Il s'arrêta à quelques pas, observant son fils endormi. Son cœur battait fort, les mots s'en mêlaient dans sa gorge. « Il est magnifique », dit-il enfin, d'une voix basse, presque un murmure. Sophie resta silencieuse quelques secondes. Puis, regardant Léo, elle répondit, « Il est bien plus que cela. » Antoine se sentit submergé par la honte. Il faisait face à une femme qu'il avait aimée, blessée et abandonnée, mais elle semblait plus forte que jamais, plus entière, et cela le déconcertait. « Je ne savais pas », tenta-t-il de dire, mais elle l'interrompit avec douceur. « Si, tu savais. Tu as simplement choisi de ne pas vouloir savoir. » Il baissa la tête, sentant le poids de la vérité comme un coup à l'estomac. « J'ai été lâche. J'avais peur que tout s'effondre. Mon image, ma carrière, je n'ai pas été un homme. » Elle laissa échapper un léger rire sans joie. « Non, tu as été exactement l'homme que tu as choisi d'être. » Il s'assit sur le fauteuil à côté, prenant soin de ne pas réveiller Léo, et observa le garçon quelques secondes. Puis il la regarda. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Pourquoi n'as-tu rien dit après ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai compris que personne ne disparaît par erreur. Quand quelqu'un veut faire partie d'une vie, il se montre. Et quand il ne se montre pas, c'est déjà une réponse suffisante. » Antoine resta silencieux. Il savait que tout argument serait vain. Elle le connaissait. Elle connaissait chaque expression, chaque tentative de justification, et surtout, elle connaissait sa propre valeur. Elle n'avait pas besoin de lui pour valider quoi que ce soit. « Est-ce qu'il sait qui je suis ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pas encore », répondit-elle. « Pour lui,
tu n'es qu'une ombre dans un dessin. Un homme en costume avec un micro qui apparaît dans ses rêves et disparaît avant de dire quoi que ce soit. Antoine acquiesça, ravalant sa salive. Léo bougea légèrement sur les genoux de sa mère, murmurant quelque chose d'inintelligible avant de replonger dans un sommeil profond. « J'aimerais faire partie de sa vie, si c'est possible, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Pas parce que je me sens forcé, mais parce qu'en le voyant, en vous voyant tous les deux, je réalise ce que j'ai perdu, ce que j'ai laissé échapper. » Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle passa à nouveau les doigts dans les cheveux de Léo. Puis elle le regarda avec fermeté. Faire partie de sa vie n'est pas un trophée que l'on gagne quand on se rend compte d'une perte. C'est une construction qui demande de la présence, de la vérité et de la responsabilité. Il la sentit en silence. Elle poursuivit, « Je ne suis pas venu ici ce soir pour t'affronter ou exposer quoi que ce soit. Je suis venu parce qu'il méritait d'être vu, parce que tu avais besoin de le voir et de comprendre qu'il existe, qu'il grandit, qu'il a un nom, des rêves, des peurs, et que tu ne peux plus faire comme si rien ne s'était passé. » Antoine passa une main sur son visage. La fatigue se mêlait à la honte, au regret, à la confusion. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il. « Ça ne commence pas avec moi, » répondit-elle. « Ça commence avec lui. Si tu veux essayer, il faudra y aller doucement, respecter son temps, le mien aussi, et comprendre que maintenant, il est ma priorité, pas tes projets, pas ton image, pas tes événements. » Léo bougea à nouveau et ouvrit les yeux, somnole, regardant Antoine sans le reconnaître. « Maman, c'est qui ce monsieur ?» Antoine se figea. Sophie regarda son fils avec douceur. « Juste un ami, mon chéri, qui est venu discuter un peu. » Léo frotta ses yeux et se blottit à nouveau contre sa mère, sans y prêter trop d'attention. Il était fatigué, et la soirée semblait déjà trop longue pour lui. Antoine observa la scène avec un mélange de tendresse et de culpabilité. Cet enfant était de son sang, mais il y avait tant en lui qui n'appartenait qu'à elle, sa façon de sourire, de se blottir, de faire confiance pleinement à ce giron. C'était la preuve vivante que l'amour peut grandir même dans l'absence. Sophie se leva avec précaution, prenant Léo dans ses bras. « On va rentrer maintenant. La soirée a été longue. » Antoine se leva aussi, lui laissant le passage. « Je peux appeler ? Demander de ses nouvelles, savoir comment il va. » Elle s'arrêta un instant avant de répondre, « Tu peux essayer, mais n'attends pas que tout aille vite. Si tu veux faire partie de nos vies, il faudra marcher avec nous. Sans promesse, sans victimisation, juste avec de la présence. » Il acquiesça. Elle partit sans dire au revoir, marchant simplement avec Léo dans ses bras sous la lumière tamisée du couloir. Antoine resta là, immobile, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour du couloir. Cette nuit-là lui avait pris bien plus qu'un scandale. Elle lui avait pris le contrôle, la maîtrise de son image, mais lui avait rendu, bien que douloureusement, un aperçu de ce qu'il n'aurait jamais dû perdre. Désormais, tout dépendait de ce qu'il en ferait. Le lendemain matin, le nom d'Antoine Lefèvre cessa d'être synonyme d'influence et de contrôle. Les gros titres des principaux portails People affichaient en grandes lettres, « Qui est la femme mystérieuse qui a volé la vedette au gala d'Antoine Lefèvre ?» La photo la plus partagée montrait Sophie traversant la salle en robe jaune, main dans la main avec Léo. Les légendes étaient toujours similaires, mais ce qui devenait viral, c'étaient les commentaires, « Cet enfant est une copie d'Antoine. Vous avez vu comment il s'est figé sur scène en les voyant? Ce garçon est son fils, non ?» En moins de 24 heures, ce qui devait être une soirée de prestige et de consécration s'était transformé en une avalanche de suppositions et de questions. Camille tentait de gérer la crise d'image avec des appels aux conseillers, des consignes à la presse et des communiqués creux, mais les réseaux sociaux n'attendaient pas d'explications. La vidéo d'Antoine bégayant sur scène cumulait déjà des milliers de vues. Le moment où son regard croisa celui de Sophie fut partagé avec des musiques dramatiques et des théories sur les coulisses. Des influenceurs spécialisés dans les potins commencèrent à fouiller le passé de l'entrepreneur à la recherche d'indices. L'un d'eux dénicha dans les archives d'événements une photo floue de Sophie lors d'un défilé aux côtés d'Antoine.
Il ne fallut pas longtemps pour faire le lien. Dans l'appartement de Montmartre, Sophie suivait tout cela de loin, la télévision éteinte et le téléphone en mode silencieux. Étienne, en revanche, lisait chaque commentaire avec une attention aiguë, non pour nourrir son ego, mais pour protéger ce qui pouvait l'être. Il connaissait les mécanismes de l'exposition publique. Il savait que, même sans dire un mot, Sophie serait placée au cœur de la tempête et que beaucoup utiliseraient cette histoire non comme une leçon, mais comme un spectacle. Sophie, elle, restait impassible. Elle disait qu'elle ne pouvait contrôler ce que les gens pensaient, seulement préserver la vérité en paix à l'intérieur d'elle. Léo, par chance, ne comprenait pas encore l'ampleur de tout cela. Il retrouva sa routine d'école, de dessin et d'histoire avant le coucher. De temps en temps, il posait des questions sur « le monsieur d'hier » et elle répondait calmement, disant que c'était quelqu'un du passé, qui pourrait peut-être réapparaître s'il le souhaitait. Et Léo ne répondait que « d'accord, maman ». Mais est-ce qu'il sait jouer avec des petites voitures? Sophie souriait, et c'était tout ce qui comptait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans l'appartement luxueux d'Antoine à Paris, l'atmosphère était tout l'opposé. Camille ne lui adressait plus la parole depuis l'aube. Elle s'était installée chez une amie à Neuilly-sur-Seine et avait retiré le statut de fiancée de ses réseaux sociaux. L'équipe de communication le pressait de fournir une réponse publique, mais Antoine ne savait que dire. Toute sa carrière avait été bâtie sur l'image et le contrôle. Désormais, les deux lui échappaient. Marguerite tenta de minimiser les dégâts, contactant des amis influents dans les médias pour étouffer l'histoire. Elle affirmait que tout n'était qu'une tentative de diffamation contre son fils, que cette femme avait toujours été une opportuniste, mais ses paroles, cette fois, n'avaient plus l'effet d'antan. Le monde avait changé, et avec lui le pouvoir de la vérité, ou du moins de son apparence, car il suffisait d'une image bien capturée, d'un geste bien interprété pour faire s'effondrer une réputation soigneusement construite au fil des années. C'est alors qu'un chroniqueur respecté du milieu journalistique publia un article intitulé « La femme qui a fait taire le roi de l'image ». Le texte n'était pas agressif, mais observateur. Il décrivait l'entrée de Sophie, la réaction du public, le silence gênant d'Antoine, la délicatesse du garçon. Et il concluait par une question: combien d'hommes qui vendent une image parfaite ont des passés qui ne rentrent pas dans leur vitrine? L'impact grandit encore. Des marques commencèrent à revoir leurs contrats. Une grande entreprise du secteur des parfums, dont Antoine était l'ambassadeur, annula une campagne. Une autre reporta un événement où il devait être maître de cérémonie. Soudain, l'homme qui avait toujours contrôlé la manière dont le monde le voyait n'avait plus de maîtrise sur rien. Son équipe de communication proposa une interview exclusive où il pourrait donner sa version. Mais Antoine refusa. Pour la première fois, il semblait incapable de contrôler son propre récit. Dans l'un des nombreux cafés qu'il fréquentait pour réfléchir en silence, Antoine croisa une dame qui ne le reconnut pas immédiatement. Quand son nom fut mentionné par quelqu'un à proximité, elle lança un peu trop fort: « Ah, c'est le type du scandale de la soirée. Quel dommage, il était si élégant dans les campagnes. » Il entendit, esquissa un sourire crispé, et réalisa ce qu'il avait vraiment perdu. Ce n'était pas seulement sa réputation, mais le contrôle sur la manière dont les gens le percevaient, et plus encore, le respect. Cette même nuit, seul dans son appartement sombre, Antoine ouvrit un dossier ancien sur son ordinateur. Il y trouva des photos d'époque, des shootings, des événements, des souvenirs de l'époque où il avait rencontré Sophie. Il s'arrêta sur une photo en particulier, eux deux, souriant, assis dans une loge, mangeant une pizza directement dans la boîte entre deux essayages. Elle, le visage sans maquillage, riant, la tête posée sur son épaule. Cette image disait tout ce qu'il avait effacé de sa mémoire. Ce n'était pas de la publicité, c'était réel. Et maintenant, tout ce qui lui restait était d'accepter qu'il ne pouvait plus cacher ce qu'il avait fait, car les masques, aussi bien faits soient-ils, finissent toujours par tomber. Et quand cela arrive, il ne reste ni gloire ni discours, seulement ce que l'on est vraiment. À ce moment-là, Antoine commençait à découvrir qu'il ne savait plus qui il était sans l'image qu'il avait créée. 2 jours après l'événement, Antoine se rendit à Montmartre.
Il portait un jean et une chemise bleu clair, sans veste, sans parfum ostentatoire, sans artifice d'image. Il semblait plus petit que d'habitude, comme si l'absence des caméras le rapetissait. Il attendit quelques minutes devant le portail du modeste immeuble où vivait Sophie, hésitant avant d'appuyer sur l'interphone. Lorsqu'il se décida enfin, ce fut Étienne qui répondit. Sa voix était sèche, elle n'attend personne. Antoine prit une profonde inspiration. Mais j'ai besoin de les voir. S'il vous plaît. Un silence s'ensuivit, puis le bruit du portail qui se déverrouillait. Sophie l'accueillit à la porte, le corps légèrement de côté, comme si elle n'avait pas encore décidé s'il pouvait entrer. Léo était dans sa chambre, dessinant, inconscient de la présence qui revenait rôder autour de son histoire. Étienne s'assit sur le canapé du salon, les bras croisés, tandis qu'Antoine restait debout, un peu mal à l'aise, observant le petit espace où Sophie avait construit tout ce qu'il n'avait jamais vu. Des photos accrochées au mur, des jouets éparpillés sur le sol, des carnets de dessins empilés avec des crayons de couleur. Antoine s'arrêta sur un cadre en particulier, où Léo souriait, sans ses deux dents de devant, les bras grands ouverts sur une plage quelconque. Il a l'air heureux, dit-il dans un ton presque confessionnel. Il l'est, répondit Sophie, s'asseyant sur une chaise dans la cuisine. Antoine s'avança vers l'entrée du couloir. « Je peux le voir ?» demanda-t-il. Sophie acquiesça d'un geste calme. « Ne cherche pas à expliquer ce que tu n'as pas encore compris. » Il s'avança jusqu'à la chambre et, pendant un instant, hésita avant de frapper légèrement à la porte entr'ouverte. Léo leva les yeux, curieux. « Salut. » Antoine s'accroupit. « Salut, champion. Tu te souviens de moi ?» Le garçon fronça les sourcils. « T'es l'ami de maman. » Antoine sourit, la gorge nouée. « Oui, c'est moi. Je voulais discuter avec toi. Je peux ?» Léo haussa les épaules. « D'accord, mais je suis en train de dessiner. Tu veux voir ?» Antoine entra doucement, s'assit par terre à côté du garçon et observa les dessins. Il y avait des héros, des animaux et un homme en costume bleu tenant un micro. « C'est moi, ça ?» demanda-t-il, tentant de maîtriser le tremblement de sa voix. Léo acquiesça. « Je crois. Je le dessine tout le temps, je sais pas pourquoi. » Antoine l'observa comme s'il regardait un film muet, où chaque geste portait plus de vérité que 1000 mots. Léo prit un crayon bleu et le lui tendit. « Tu veux colorier aussi ?» Antoine saisit le crayon et, ne sachant par où commencer, coloria une petite étoile dans un coin du papier. Léo rit. « Elle est tordue. » Antoine rit avec lui. « Je suis un peu rouillé. » Dans le salon, Étienne observait la scène à travers le reflet de la fenêtre, les yeux baissés, le cœur serré. Il savait qu'il ne pouvait pas intervenir dans ce moment, mais il ignorait aussi ce qu'il fallait en attendre. Sophie, quant à elle, semblait sereine, comme quelqu'un qui comprend que certaines choses doivent arriver, même sans apporter de réponse immédiate. Quand Antoine revint dans le salon, Léo resta dans sa chambre, absorbé par ses crayons. « Il est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer, » dit Antoine, ému. « Il est ce que tu as choisi de ne pas connaître, » répondit Sophie, « mais il est encore temps, si tu fais les choses correctement. » Antoine s'assit sur une chaise dans la cuisine, les mains posées sur les genoux. « Je ne suis pas venu supplier ton pardon. Je sais que ce serait insensé de le demander maintenant, mais je veux te donner ma version. » Sophie ne réagit pas, se contentant de maintenir un regard ferme. « À l'époque, j'étais faible, vivant pour l'approbation des autres. Chaque pas était calculé. Quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, ma première pensée n'a pas été pour toi, ni pour le bébé. Elle était pour moi, pour ce que ça allait faire à mon image. J'ai paniqué, j'ai fait ce qu'on m'avait appris à faire quand quelque chose échappe au contrôle, couper, ignorer, faire comme si rien n'était arrivé. » Étienne soupira profondément, mais ne dit rien. Antoine poursuivit. « Ces dernières années, j'ai essayé d'être quelqu'un d'important. J'ai construit un empire d'images, mais la première fois que je t'ai vu entrer dans cette salle, tout s'est effondré.
Pas parce que tu étais là, mais parce que, pour la première fois, j'ai vu ce que j'avais effacé. Tu étais là, avec notre fils, vivant, entier, heureux. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Sophie croisa les bras. Tu veux être père maintenant parce que tu te sens coupable? Antoine secoua la tête. Je veux essayer d'être père maintenant parce qu'en le voyant, j'ai compris que mon absence ne m'a rien protégé. Elle m'a juste rendu étranger à ce qu'il y a de meilleur en moi. Étienne se leva, marcha jusqu'à la porte. Je vais faire un tour. Je reviens dans une demi-heure. Il sortit sans attendre de réponse. Antoine le suivit du regard, puis reporta son attention sur Sophie. Je sais qu'on a des versions différentes de cette histoire, mais il n'y a qu'un fait incontestable, Léo existe, et il mérite le meilleur. Si tu penses que je peux en faire partie, même petit à petit, je suis prêt. Si tu ne veux pas, je respecterai ça, mais je ne me cacherai plus. Sophie l'observa en silence. Pour la première fois, elle ne vit pas l'homme des couvertures de magazines, au discours parfait. Elle vit quelqu'un de dépouillé, hésitant, humain. Tu vas devoir tout réapprendre, dit-elle calmement. Il n'y a pas de manuel, pas de récompense. Il y a un garçon là-dedans qui a besoin de vérité, et la vérité, ça ne se répète pas, Antoine acquiesça. Je suis prêt. Elle se leva et marcha vers le couloir. Pour aujourd'hui, ça suffit. On n'avancera pas à pas. Il resta là, assis, les yeux embués, sentant qu'il commençait peut-être enfin à découvrir l'homme qu'il n'avait pas eu le courage d'être des années plus tôt. Et maintenant, c'était elle qui donnait le rythme, car il y avait sa version, la sienne, mais celle qui comptait vraiment désormais était celle que Léo écrirait à partir de maintenant. La semaine suivante, les jours retrouvèrent le rythme tranquille de l'appartement à Montmartre. Le bruit du ventilateur qui tournait, les dessins de Léo éparpillés sur le sol, les messages de clients dans la boîte de réception demandant de nouvelles commandes pour la marque Étoile Filante. Sophie reprit le travail avec concentration et légèreté, comme quelqu'un qui a traversé la tempête et voit maintenant un horizon plus clair, même si quelques nuages planaient encore dans le ciel. Antoine appela 2 fois. Elle ne répondit pas. Il envoya un message simple, « Je suis là quand tu penseras que c'est le moment ». Il n'insista pas. Il sut respecter le silence. Et dans ce geste, Sophie perçut que quelque chose avait vraiment changé. Pas seulement en lui, mais en elle, car pour la première fois depuis des années, elle avait la liberté de décider en fonction de ce qu'elle ressentait, et non de ce qu'elle devait endurer. Le samedi, Étienne passa chercher Sophie et Léo pour une sortie à la plage de Étretat. C'était une tradition entre trois. Rien de sophistiqué, juste une couverture étendue sur le sable, des fruits coupés dans une boîte à pique-nique et des conversations assez agréables pour faire passer le temps lentement. Léo courut vers la mer, les pieds s'enfonçant dans le sable humide, riant fort comme seuls les enfants qui connaissent l'amour savent rire. Sophie étendit une couverture à côté d'Étienne et s'assit, suivant des yeux son fils jouant entre les vagues. Il semblait si léger, si entier, qu'elle oubliait parfois ce qu'elle avait porté seule pendant 6 ans. Étienne ouvrit une limonade fraîche et lui en proposa. Puis il demanda, « Tu vas le laisser essayer de faire partie de sa vie ?» Sophie tarda à répondre. « Je ne pense pas qu'il s'agisse de permettre ou d'empêcher. Si Léo veut, il saura le montrer. S'il ne veut pas, c'est pareil. » Étienne acquiesça. « Tu as déjà pensé que ce garçon a un don silencieux pour attirer ce qui est vrai. » Elle sourit. « C'est exactement pour ça que je dois garder loin ce qui ne l'est pas. » En fin d'après-midi, alors que Léo construisait un château de sable, Antoine apparut, sans la pompe habituelle, sans photographe, sans équipe de communication, sans gestes répétés. Il tenait une petite voiture rouge jouée et un sac avec des glaces. Léo le vit en premier. Il courut vers lui avec la spontanéité de quelqu'un qui reconnaît une personne qui s'est présentée sans rien promettre. « T'es venu ?» Antoine sourit. « Oui, je suis là. »« Tu m'as appelé ?» Léo secoua la tête. « Non, mais maman dit que parfois, les gens viennent juste parce qu'ils veulent. » Antoine regarda Sophie,
qui l'observait de loin. Elle ne fit aucun signe, mais ne l'empêcha pas non plus de s'approcher. Étienne se leva et leur laissa de l'espace. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas, qu'il était à eux. Antoine s'assit près du château et tendit la voiture. Celle-ci, c'est pour quand la piste est difficile. Elle a 4 roues motrices. Léo rit et commença à pousser la voiture dans le sable. Ça va être dur de rouler ici, hein? Antoine sourit. Oui, mais si on pousse ensemble, elle y arrivera. Léo s'arrêta un instant, réfléchit et dit, d'accord, mais tu dois m'aider à faire son garage. Et ainsi, ils passèrent presque 1 heure à construire ensemble un château improvisé, avec un tunnel pour la voiture, un drapeau fait d'un bout de bois et une porte en sable. Sophie les observait de loin, assise, sans dire un mot. La brise jouait doucement dans ses cheveux, et ses yeux ne portaient plus la douleur du passé. Ils reflétaient de l'attention, de la lucidité et peut-être une lueur d'espoir, non pas pour Antoine, mais pour Léo, pour la possibilité qu'il grandisse en sachant que lorsqu'on veut vraiment rester, il n'est pas besoin de promesses, juste de réapparaître encore et encore. Sur le chemin du retour, Léo s'endormit sur la banquette arrière de la voiture d'Étienne, serrant sa nouvelle petite voiture contre lui. Antoine se contenta d'un signe de la main pour dire au revoir, sans rien demander, sans rien exiger. Sophie le remercia d'un regard. Étienne alluma la radio, laissant la musique combler le silence de la nuit. Dans l'appartement, après avoir couché Léo, Sophie s'assit à la table avec un nouveau carnet. Elle l'ouvrit à la première page et écrivit d'une main ferme, « Ce qui nous définit, ce n'est pas ce qu'on nous a fait, c'est ce qu'on choisit d'en faire. » Puis elle le referma, le rangea dans un tiroir et regarda vers la chambre de son fils. La lumière douce de la nuit filtrait par l'entrebâillement du rideau. Il dormait paisiblement, comme quelqu'un qui, même sans tout comprendre, savait déjà reconnaître ce qu'était une présence. Le dimanche, Antoine envoya un autre message, non intrusif, juste une photo du château qu'il avait construit avec Léo, maintenant effacé par la marée. La légende disait, on en construira un autre un de ces jours. Sophie regarda l'écran de son téléphone quelques secondes, puis tapa simplement, on verra. Ce n'était ni un oui, ni un non. C'était un peut-être possible, une porte entr'ouverte, car maintenant, elle avait le droit de choisir. Et cela, après tout, était plus précieux que n'importe quelle excuse. C'était la liberté. Elle avait appris avec le temps que la liberté ne crie pas. Elle reste là où il y a de la vérité. Et c'est ainsi que, sans scène finale, sans applaudissements, sans retournement forcé, Sophie comprit que parfois, il n'est pas nécessaire de gagner pour avancer. Il suffit de ne pas renoncer à soi-même. Quelques mois plus tard, le nom étoile filante apparut discrètement en bas de page d'un magazine de mode enfantine, crédité pour les costumes d'une campagne primée. Il n'y avait ni photo de Sophie, ni mention de son histoire, juste le nom de la marque, une robe jaune en vedette et le regard souriant d'un enfant courant dans un champ ouvert. Étienne fut celui qui lui montra le magazine. Ils étaient assis sur leur banc habituel, devant l'école où Léo apprenait à écrire ses premières phrases complètes. Sophie sourit en voyant l'image, passa les doigts sur le papier comme si elle touchait un souvenir vivant. Ce n'est pas mon visage, mais c'est tout moi ici. Ce jour-là, elle fut aussi invitée à participer à une table ronde avec d'autres femmes entrepreneuses des quartiers populaires. Elle accepta avec une certaine hésitation. Elle n'était pas habituée au micro. Elle avait déjà affronté des publics bien plus difficiles, mais jamais en étant pleinement elle-même. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie avec chaleur et des regards attentifs. Elle parla peu. Elle raconta qu'elle avait tout recommencé de zéro, qu'elle cousait des vêtements à la main pendant que son fils dormait, et qu'elle s'était sentie invisible plus de fois qu'elle ne l'aurait voulu. Une femme leva la main et demanda, « Avez-vous déjà pensé à tout abandonner ?» Sophie respira, regarda le fond de la salle et répondit, « Tous les jours. » Mais ensuite, je regarde mon fils et je me souviens que le monde a essayé de m'effacer, mais j'ai choisi de revenir, pour lui et surtout pour moi. La salle se tut, un silence beau, plein. Sophie prit congé sans discours, saisit son sac simple et partit en marchant dans la rue, sentant la brise caresser son visage.
Léo l'attendait à la maison, une feuille à la main. Il avait dessiné 3 silhouettes, une femme en robe jaune, un garçon aux bras grands ouverts et un homme poussant une petite voiture rouge. Sophie scotcha le dessin sur la porte du réfrigérateur et sourit. En préparant le dîner, elle pensa à quel point il était bon de pouvoir retourner à sa propre vie. Pas comme une demande de pardon, mais comme quelqu'un qui sait que ce qu'elle a construit, personne ne peut le lui enlever. Car désormais, elle n'attendait plus d'être choisie. Elle choisissait chaque jour et, finalement, elle s'était choisie elle-même. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec nous dans ce voyage d'histoires vraies, émouvantes et pleines de choix qui transforment des vies. Votre présence ici fait toute la différence. D'accord.